Bienvenue dans ce nouveau programme de la FOCI. En début d'année, on reprend en pleine mobilisation sociale en France et dans plusieurs autres pays européens, notamment comme le Danemark, dont on parlera un peu plus en avant. Cette fois-ci, je reçois Gilliatt Destarques, qui est représentant des Jeunes pour la Renaissance communiste en France et aussi syndicaliste de la CGT, en tant que CGT Transport. Et Fadi Kassem, que nous avions déjà reçu la dernière fois, secrétaire national du pôle de Renaissance communiste en France et professeur d'histoire, pour parler de tout ce sujet des mobilisations, des retraites. Alors récemment, il y a eu quand même une très forte mobilisation dans les dernières journées, de nouvelles mobilisations qui sont appelées, il me semble, pour le 7 mars et tout au long du mois, ainsi que notamment un durcissement du ton. Officiellement, le communiqué de l'intersyndicale qui prétendait vouloir durcir le mouvement si le gouvernement s'entêtait dans son opposition sans discussion. Voilà. Ensuite, il y a eu effectivement le vote à l'Assemblée de l'article 7 et plusieurs autres articles avant d'envoyer tout ça au Sénat, qui a donné lieu à quelques crispations dont on pourra parler un petit peu. Tout d'abord, pour commencer, quelles sont vos impressions sur cette mobilisation contre le projet gouvernemental de contre-réforme des retraites? Est-ce que vous pensez que ça va aller au-delà? Est-ce que ça va encore davantage se mobiliser? Est-ce que c'est possible de gagner contre le gouvernement Macron? Quelles sont les perspectives? Je vais commencer si vous voulez. Encore merci pour l'invitation, Boris, et puis aux camarades qui gèrent ce petit programme très intéressant, la FOCI. Écoute, sur les perspectives de la mobilisation, on peut revenir sur certaines choses. Donc aussi, vu que le temps est un peu évidemment imparti et on ne peut pas en parler 3 heures non plus, euh, je vais relever quelques points, là, notamment vis-à-vis de la jeunesse en France et de la mobilisation de la jeunesse. Je pense que comme ça, avec camarade Fadi pourra compléter plus largement sur d'autres points. Bon, ce qui est de la jeunesse, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a vu, on a vu la mobilisation de la jeunesse grandir de plus en plus au fil des différentes journées nationales de mobilisation. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant et on les voit, on les a vus, en tout cas, bon, des échos que j'ai pu avoir un peu partout en France et de ce que j'ai vu moi plus proche de chez moi dans mon département, c'est que comment dirais-je, la grande partie de cette jeunesse, en tout cas, je dirais de manière très pratique, quand on commence au début du cortège et qu'on remonte tout le cortège ou qu'on voit tout le cortège défiler genre parce que nous, on est à distribuer des tracts, à vendre le journal Initiative communiste, etc. Bon, donc on voit le cortège défiler, après on y participe. Bon, si tu veux, on voit que la majeure partie de la jeunesse qui est mobilisée, elle est dans les rangs syndicaux, dans les cortèges syndicaux ou politiques. Euh, et si tu veux, très peu finalement aussi, ou en tout cas en grande minorité, si je puis dire, dans les cortèges de tête. Donc en toute petite minorité, effectivement, dans les fameux cortèges de tête des mouvements autonomes, on voit principalement des jeunes gens, effectivement. Euh, où finalement, on se rend compte que la mobilisation lycéenne, étudiante, etc., elle est en grande partie dans ces mouvements-là. À côté de ça, on a aussi beaucoup de jeunes, et de plus en plus, et c'est une bonne nouvelle parce que pour eux, c'est encore plus compliqué, de jeunes qui sont salariés, de jeunes travailleurs, des jeunes ouvriers et travailleuses et ouvrières qui sont justement eux aussi, qui vont se retrouver dans la manifestation, dans le cortège, etc. Effectivement, les cortèges syndicaux, etc., politiques. Et ça, c'est intéressant parce que ces jeunes-là, salariés, ouvriers, c'est beaucoup plus compliqué. Souvent, voilà, dans les boîtes, on n'a pas envie de se risquer, ou c'est plus compliqué de se mettre en grève, de se risquer à se mettre en grève. Alors, surtout si éventuellement on est tout seul à vouloir faire grève dans des petites boîtes. Bon, on sait tous comment c'est. Forcément, on est jeune, on n'a pas envie de perdre son taf et de se risquer à ce genre à des genres de, de- de répression de basse intensité, si je puis dire. Donc, c'est tout de même significatif et intéressant qu'on voit quand même
de plus en plus de jeunes travailleurs et tout ça. Bon, alors pour s'en rendre compte, faut aller les voir, hein, faut leur parler, etc. Sinon, on ne s'en rend pas compte, évidemment. Mais à partir de là, on peut voir qu'effectivement, ils sont dans les cortèges. Et donc, inévitablement, pour beaucoup, ils sont soit en grève, soit, alors des fois, ça peut être des journées de repos, hein, comme il y a une mobilisation le samedi, en tout cas, une date CFDT, si on peut appeler les choses comme ça, qui était donc un samedi aussi pour ça, pour faire venir les gens qui pouvaient être en repos. Bon, ou alors ils étaient en coupure ou quoi que ce soit. Moi, je connais beaucoup de jeunes qui sont sympathisants dans notre coin du PRCF, de la CGT, qu'on côtoie et qui sont bon, qui ont pu passer parce qu'ils avaient une grosse coupure à la journée. Tu sais, ils travaillent soit en décalé, de nuit, etc. Donc, ils pouvaient participer au moins en partie aux manifestations, parce que des fois, elles duraient trop longtemps, tellement il y avait de monde. Bon, voilà, donc tout ça est vraiment intéressant. Je pense que ça augure, en tout cas, pour la volonté à la base, et notamment chez la jeunesse qui voit bien, on va pouvoir y revenir, j'imagine, après, là, dans les différentes questions que tu vas nous poser, mais bon, on voit bien que la jeunesse, elle a envie de se mobiliser, elle se mobilise beaucoup plus qu'avant, et là de plus en plus, et qu'à la base, il y a cette volonté. Il y a cette volonté d'y aller, et il y a aussi cette volonté maintenant de durcir le mouvement. Donc c'est une très bonne chose selon moi. La JRCF, elle a tout un travail à faire à ce niveau-là. Il y a tout un tas de forces politiques et syndicales qui ont tout un travail à faire à ce niveau-là. Et c'est bah voilà, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, on va peut-être le voir après, comme ça je vais laisser la parole à Fadi. Maintenant, bon, je dirais que la volonté à la base, elle est là. Maintenant, il faut qu'elle puisse être bien s'articuler avec le haut. Je mets beaucoup de guillemets, mais avec le haut, si je puis dire. Et puis, bon, est-ce que le haut le fera de bonne volonté ou le fera ou devra le faire sous pression de la base? Bon, dans tous les cas, il faudra aller vers là, mais peut-être on y reviendra plutôt après. Dans tous les cas, la prochaine journée, évidemment, c'est le 7 mars, on en parle beaucoup, et elle se fait sous le sceau, je dirais, de, du durcissement. C'est ce qu'on entend, à partir du 7, il faut durcir. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, on travaille, nous, à durcir ça, à interpeller voilà, et à appeler les jeunes ouvriers, ouvrières, travailleurs, travailleuses, à prendre toute leur place dans ce mouvement parce que leur place est parfaitement légitime et ne serait-ce que pour leur avenir. Et ils ont évidemment, ils veulent autre chose pour leur avenir. Il suffit de leur parler pour le voir. La jeunesse déterminée à Absolument. gagner. Est-ce que tu penses que le mouvement peut l'emporter, Fadi? Déjà, bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation, Boris. Est-ce que le mouvement peut l'emporter? On va dire qu'en soi, en termes de détermination, mobilisation, d'hostilité à cette contre-réforme, oui, en soi, le mouvement peut l'emporter. Mais j'ai bien dit en soi. Parce qu'à mon avis, il y a quand même un élément central qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en face, le pouvoir est illuminé. Je dis bien illuminé. Quand on dit illuminé, c'est-à-dire dénué de tout sens critique. Et on fait preuve d'un zèle fanatique. C'est le cas de Macron. C'est illuminé structurellement. Il faut bien comprendre ça. Tu disais dans la présentation, effectivement, que je suis enseignant en histoire. Il se trouve que j'ai fait la même école que Macron, Sciences Po. Et on en fabrique des illuminés là-bas. Des gens persuadés d'avoir raison par rapport au reste du monde. Et quand bien même le reste du monde démontre par A plus B que travailler jusqu'à 65 ans, parce que on dit d'ailleurs par parenthèse 64 ans, en fait ce sera 67, 68, 69. Moi ce sera certainement du 68, 69 ans avec les 43 annuités, il ne faut pas les oublier celles-là. Il n'y a pas d'ailleurs tant de monde qui en parle, mais c'est quand même central l'histoire du décalage des 43 annuités en plus du départ de l'âge légal à la retraite qui est repoussé. Bon. Mais en face, ils sont convaincus d'avoir raison et que de toute façon, ça passera. Alors, il est possible que ça passe d'ailleurs, mais dans des conditions telles que la question qui va se poser derrière, c'est, bon, dorénavant, est-ce que le pays pourra vraiment continuer à être gouverné comme cela? Ça fait 2 ans au PRCF que nous disons que le pays est ingouvernable. Depuis le début de l'année 2021, on dit ce pays est ingouvernable. Ingouvernable dans le cadre dans lequel nous sommes.
Et le cadre, nous le connaissons. C'est le lieu du capital, c'est l'euro, c'est l'OTAN, c'est l'ensemble des institutions de la mondialisation capitaliste. Bon, bref, en gros, c'est l'ordre capitaliste qui est sous l'impulsion, l'ordre capitaliste impérialiste d'ailleurs, sous l'impulsion de l'axe UE-OTAN. En gros, c'est ça. Et on ne peut plus gouverner la France dans ces conditions-là. C'est absolument impossible. Parce que ça fait 40 ans de contre-réforme qu'on se prend dans la figure. Je rappelle d'ailleurs que le mois prochain, ce sera le 40e anniversaire, si on peut appeler ça un anniversaire, de ce qu'on a appelé en histoire le tournant de la rigueur. Quand les prétendus socialistes, avec, il faut le rappeler, des ministres PCF dedans, soyez en passant, dans le gouvernement Mauroy, ont accepté de se plier définitivement au desiderata alors à l'époque, ce n'était pas Berlin, c'était Bonn, au desiderata de Bonn, de Bruxelles, mais pas encore Francfort, mais en gros, au système monétaire européen, etc. Tout ça, ça compte. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'on savait que la France était en réalité de plus en plus ingouvernable. On savait que la colère montait. Édouard Philippe avait lui-même déclaré il y a 3 ans qu'il craignait une grande tempête sociale et politique. Et nous avions fait le pronostic, déjà il y a 2 ans également, d'une grande explication qui arriverait dans la rue. Eh bien, elle est là, la grande explication. Il suffit de voir d'ailleurs la mobilisation dans les communes moyennes, dans les petites communes, dans les espaces ruraux, qui finalement, ce qui est en train de se passer ne fait que prolonger ce qu'il y a depuis des années, des mobilisations d'ampleur depuis des années. Ça avait déjà commencé en particulier avec le combat contre la destruction du Code de travail en 2016, la contre-réforme El Khomri Valls Macron, qui était ministre de l'économie et le vrai inspirateur de la loi, pour le rappeler. Donc, il y a une continuité. Et j'ai envie de dire que les Gilets jaunes, l'épisode des Gilets jaunes qui existent toujours, soit dit en passant, a été une sorte, à mon sens, de 1905 en Russie. Et après, quand ça a explosé en 1917. Je ne dis pas que ça va forcément être le cas. Mais ce qui est certain, c'est que la détermination et la colère sont immenses. Et si jamais cette contre-réforme passe, et disons-le clairement, il y a quand même des chances qu'elle passe, parce qu'en face, de toute façon, ils sont illuminés et ils auront les appuis probablement de la droite réactionnaire, du style LR, etc. Et ben, ma foi, il faudra voir ensuite ce qui se passera. Mais en tout cas, il y aura forcément des conséquences, y compris en termes de, oui, on va dire, de dynamique populaire dans ce pays, probablement. Merci d'avoir réagi à tout ça, notamment parce que il y a quand même tout un débat, non, entre, j'ai l'impression qu'on peut dire 2 lignes dans la mobilisation. Il y a une ligne qui est pour le durcissement, donc, et l'opposition, on va dire frontale, totale à l'exécutif et à son gouvernement et au Parlement et à ceux qui défendent ce projet de contre-réforme. Il y a aussi une autre ligne de la compromission, c'est-à-dire, il me semble qu'on a eu récemment toute une polémique autour de cette histoire de l'article 7, et il semblerait qu'un certain nombre d'acteurs, que ce soit au sein de l'intersyndicale et de d'autres partis qui sont plutôt la frange droite de la NUPES, pour pas mentionner Fabien Roussel, le PCF, ou même Europe Écologie Les Verts, qui avait demandé à ce qu'on ait le débat sur l'article 7 et qui apparemment voulait qu'on s'arrête à négocier là-dessus et puis hop, après on verra, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a un risque de fracture à ce niveau-là? Comment est-ce que vous analysez ça, notamment sur l'aspect syndical, comme on sait que notamment dans le cas de la CGT, il y a le Congrès national qui vient, qui risque sans doute d'être, on va dire, impacté par les résultats ou les tendances de cette mobilisation, et qui pourrait apporter des changements importants dans le panorama syndical et aussi politique. Comment est-ce que vous analysez ça, respectivement, puisque vous êtes d'ailleurs tous deux syndiqués, je rappelle, Gilliatt dans la CGT et Fadi, il me semble, dans le SNES. C'est ça. Écoute, ce que je disais tout à l'heure, effectivement, alors par rapport à la jeunesse, mais Fadi a complété, et évidemment, là, ça concerne pas que la jeunesse. Ça concerne en réalité une grande partie du peuple. Je ne vais pas reprendre tout ce qu'il a dit, mais c'est en lien avec ce qu'il expliquait, ce que nous appelons au PRCF et à la JRCF la grande explication qui vient ou qui débute peut-être, qui sera peut-être longue, mais qui sera peut-être sur plusieurs années, évidemment. Tout ça, ce sont des processus historiques qui sont
de l'ordre du temps long, hein, évidemment, il faut le rappeler. Bon, en tout cas, la volonté de durcir le mouvement, elle est là, ça c'est clair. De plus en plus de jeunes veulent durcir, de plus en plus de moins jeunes veulent durcir, de plus en plus surtout d'ouvriers, alors déjà même de syndicalistes de classe veulent durcir, qu'ils soient à la CGT ou dans d'autres syndicats d'ailleurs. Euh, Il y a d'autres syndicats qui sont connus pour en tout cas être beaucoup plus conciliants et réformistes, qui ont finalement bah, écoute, des salariés du privé souvent, des salariés de secteurs de production, d'usines, tout ça, bref, et qui, bah, qu'ils soient à la CGT ou à la CFDT ou même dans d'autres syndicats issus de tout ça, bon, bah, finalement, veulent durcir le mouvement parce que c'est pas qu'une question d'étiquette syndicale ou politique. En fait, c'est une question de classe. On le voit bien dans la rue quand on fait les manifestations, mais on le voit aussi bah, aux portes des entreprises, aux portes des usines, tout ça. Et l'étiquette en elle-même, pardon, ne suffit plus, quoi. Voilà. Bon, dans tous les cas, pour ce qui me concerne, évidemment, je continue de militer à la CGT et je défends une certaine idée de la CGT. Voilà. Mais bon, en tout cas, il y a une volonté de durcissement à peu près partout dans le peuple et de ce qu'on peut appeler bah, ce que d'autres diraient le petit peuple, hein, mais bon, c'est le peuple, quoi, ou ce que, en d'autres temps, et peut-être qu'il faudrait aussi remettre ce mot au goût du jour un peu plus, mais ce que nous faisons au PRCF, mais ce qu'on appelait durant la Révolution française, pour ne prendre que cet exemple, ce qu'on appelait tout bonnement la nation. Voilà, la nation, elle est en colère, la nation, elle veut le durcissement du mouvement. Voilà, le peuple veut durcir le mouvement. Et on voit que ça ne tombe pas du ciel. Et voilà, Fadi reparlait là, effectivement de la grande explication. Et en réalité, il y a une sorte d'alignement des planètes tout de même en ce moment. Et c'est très intéressant puisqu'on a ce mouvement-là, on va dire, l'inévitable volonté de Macron maintenant de faire passer le report de l'âge légal de la retraite. C'est-à-dire que même eux, ils auraient pu trouver… Il y avait 10 000 manières dans les faits de faire passer le recul de l'âge, enfin de nous faire travailler en tout cas plus longtemps et de le faire de manière déguisée. Là, ils doivent faire passer, et c'est en rapport évidemment avec les traités européens et les accords de Barcelone signés en 2002, parce qu'il faut que dans l'Union européenne, et l'Union européenne est très en retard sur son agenda politique là-dessus, l'Union européenne veut que la moyenne de l'âge légal de départ à la retraite sur son territoire, enfin sur les pays membres de l'Union européenne, soit portée en moyenne à 67 ans. La France, c'est le mauvais élève qui, depuis des années, tire vers le bas ce chiffre-là, évidemment. Où est-ce que je voulais en venir? Pardon. Donc, dans tous les cas, voilà, on voit où on en est et on voit les rapports et la grande explication où on en arrive entre ce clivage, finalement, tout simplement, entre la volonté du peuple d'aller à la bagarre et tout ce que ce mouvement peut amener plus loin, évidemment, et en termes de changement politique, de changement de régime, de renversement social, de renversement du capitalisme, évidemment. Et face à ça, on a effectivement ce triptyque Macron, MEDEF, Union européenne. Et bon, on voit que, je vais essayer de faire rapide, on voit que, donc on a, voilà, on a cet alignement des planètes entre ça, entre un congrès CGT qui arrive, il y a d'autres échéances moins importantes, mais dans d'autres confédérations syndicales, il y a le congrès du PCF qui arrive aussi cette année, il y a vraiment au sein des organisations historiques, on va dire, normalement, qui vont être de gauche et proche des travailleurs, au service du monde du travail, de la classe ouvrière, du peuple, etc. Et on sait que c'est beaucoup plus compliqué que ça aujourd'hui, puisque les directions de ces mouvements-là n'ont pas forcément la même idée de leurs organisations que les bases syndicales et politiques, en tout cas celles qui sont restées rouges dans ce pays. Donc, si vous voulez, il me semble qu'il y a effectivement… voilà, donc cet alignement des planètes, pour faire court, qui est très intéressant et qui fait que 2023, effectivement, pourrait être une année, l'année du durcissement, si je puis dire. Et parce que le peuple, en général, et ses différentes bases rouges,
pour synthétiser, se retrouve finalement en face, et peut-être on verra plutôt ça juste après, mais se retrouve quand même, retrouve en face d'eux des acteurs syndicaux et politiques, syndicalistes et politiques, qui sont tout bonnement pas à la hauteur. Ils sont tout bonnement pas à la hauteur, qui freinent des cas de fer pour que ça ne durcisse pas, et qui, de plus en plus, se compromettent en négociation, en proposition de référendum. Alors ça, c'est la belle petite arnaque qu'il faut absolument, je le dis, il faut absolument faire attention à cette histoire de référendum. Alors, de négociation, tout le monde l'a en tête, mais de référendum pour en terminer avec la réforme des retraites, ça c'est un bon vieux piège, hein, qui permet de dire rentrez tous chez vous, on va terminer par référendum. Le référendum aura lieu dans 6 mois, et puis là, pchit, terminé, il n'y a plus rien. Et donc là, la grande explication, on lui fait pchit. Voilà. Bon, voilà, donc il faut faire évidemment attention à tout ça. Il faut durcir, il faut regarder qui durcit, je termine par là. Il y a des lignes très intéressantes au sein de la CGT qui poussent à ça. Il y a des fédérations de la CGT qui poussent à ça. C'est très intéressant. La JRCF et le PRCF s'impliquent à leur manière et sur leur ligne, effectivement, dans ce durcissement général, politique, parce qu'il n'y a pas que la question des retraites, il y a aussi celle en arrière-plan, même si c'est la même chose un peu, mais bon, des salaires. Et puis, on va le voir après, mais là aussi, les directions eurosyndicales, europolitiques, etc., soi-disant la gauche, sont très décevantes à ce sujet. Mais il y a la question de sauver la paix. Il y a la question de la guerre en Ukraine, de la guerre en général tout court, et de qu'est-ce qu'on fait de cette question-là. Mais je crois qu'on verra ça après, et j'ai suffisamment parlé pour le moment. Et peut-être laisser la parole à Fadi. Oui, tu le disais, hein, on voit qu'il y a, on sent, et d'ailleurs depuis les Gilets jaunes, qu'il y a une division, hein, entre l'élite et le peuple, hein, donc c'est une nouvelle division de classe, hein, une nouvelle expression de la lutte des classes, où finalement l'étiquette politique ou syndicale ou même idéologique qu'on revendique importe peu. Ce qui importe, c'est avant tout le positionnement dans cette lutte des classes, et on voit qu'il y a un certain mépris d'une supposée gauche établie de certains appareils syndicaux qui semblent mépriser systématiquement les expressions du peuple, hein, quelles qu'elles soient, y compris parce que dans ces expressions populaires, hein, des fois, il y a bien sûr aussi des éléments conservateurs ou parfois réactionnaires, qui peut exister un certain nombre, une série de divergences, évidemment. Mais bon, c'est ça aussi la nation, hein. Tout le monde sait que la nation française est très plurielle dans ses expressions, dans ses visions, dans ses identités politiques et idéologiques. Donc une expression de masse, forcément, on trouvera tous les bords possibles. Mais il y a un mépris de ces apparemment cette élite politique, hein, constituée ou proclamée, notamment de certains progressistes, vis-à-vis de ces expressions du peuple, et qui derrière vont soutenir finalement le régime capitaliste, hein. Et vous mentionnez notamment le sabordage du mouvement, hein, en disant qu'il suffisait de négocier l'âge de départ, hein, l'article 7, et puis le reste on verrait. Ou de faire un référendum. C'est sûr qu'avec Macron, on sait qu'il est très respectueux des processus démocratiques, donc on peut être convaincu qu'il va respecter un référendum où 90% des votants vont voter contre cette réforme des retraites. Donc voilà, on voit qu'il y a un découplage de plus en plus entre les deux côtés, et que d'un côté, ils essayent de garder le contrôle de tout ça parce qu'ils ne veulent pas que ça explose. Hein, mais d'une certaine manière, bon, quand on maintient le couvercle de la marmite à pleine ébullition, il y a un moment donné, ça finit quand même par se renverser. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Fadi, de ton point de vue en tant qu'enseignant et syndicaliste aussi au SNES? Au SNES en tant que prof et à l'union locale de la CGT de Tourcoing en tant qu'interpro. Parce que il ne faut surtout pas isoler les luttes, les sectoriser en quelque sorte. Mais il y a quand même quelques signes, même parmi les profs, qui prouvent que la colère est immense et que les retraites, dans le fond, sont juste la goutte d'eau en quelque sorte. Enfin, une belle goutte d'eau d'ailleurs. Par exemple, dans beaucoup d'établissements scolaires, depuis on va dire un mois et demi, 2 mois,
chaque année, vous avez l'adoption des budgets, et puis pour l'année suivante, et puis l'adoption de ce qu'on appelle la dotation horaire globale, la DHG, c'est-à-dire le nombre d'heures disponibles pour l'année suivante dans un établissement qui détermine le nombre de classes, le nombre de profs, le nombre de profs, le nombre surtout de classes, de projets, tout ça. Bon, bah, c'est simple, et puis c'est clairement affiché politiquement. Évidemment, les moyens sont en constante chute libre. Et résultat, de plus en plus d'établissements où au départ on ne sait même pas ce que c'est une grève, voient se multiplier les rejets des budgets, le rejet des dotations globales. Elles finissent par passer parce que de toute façon, les chefs d'établissement ont la possibilité de faire passer en tant qu'agent de l'État, représentant de l'État, ce genre de truc. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a un rejet puissant qui se retrouve dans la rue. Il y a là aussi des signes qui ne trompent pas. Nous, par exemple, à Paris, dans les manifs, on a inauguré une banderole il y a déjà, alors à l'occasion de la conférence nationale du PRCF. Ça fait 3 mois qu'on avait fait cette conférence, et depuis que les manifestations ont commencé, on la met. Et c'est une banderole qui a un véritable succès auprès de vraiment toutes les personnes qui défilent. Tous les syndicalistes, et pas que de la CGT, on voit des syndicalistes de la CFTC, de la CFDT qui la photographient. Et ben on voit le portrait de Robespierre et celui de Lénine et le message « L'avenir appartient aux révolutionnaires ». En fait, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant ce temps-là, dans les cénacles de la prétendue démocratie libérale, il faut quand même rappeler, puisqu'on parle de référendum, Fabien Roussel n'a pas beaucoup de mémoire, il ne faut pas oublier que le dernier référendum qui a été organisé dans ce pays a été sciemment violé 3 ans après. C'était le référendum du 29 mai 2005, sciemment violé le 4 février 2008, lorsque les parlementaires ont refait passer le traité de Lisbonne, c'est-à-dire la copie conforme du traité établissant une constitution pour l'Europe qu'on avait rejeté, et ils n'ont eu aucun scrupule, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Rien à foutre de... Ils ne savent même pas c'est quoi le mot démocratie, puis ça ne les intéresse même pas. Et pourtant, nous voyons effectivement cette petite musique. Bien sûr, les macronistes, c'est normal, c'est leur rôle, mais également au Parti socialiste, au dit socialiste, au dit vert, et puis au dit PCF-PGE, parce qu'il faut rappeler que le PCF est membre du Parti de la gauche européenne en recevant des grasses subventions de la part de l'Union européenne, et certainement d'ailleurs pour la remercier, ça explique pourquoi le PCF-PGE ne veut absolument pas sortir de ça. Il le dirige d'ailleurs même, non, on peut dire. Oui, bon, tant qu'on y est, bon, au point où on en est. Avec leurs amis espagnols. Autant avoir les titres jusqu'au bout. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux appellent à quoi? En fait, quand ils parlent de débat, etc., ça porte un nom dans le monde syndical, ça s'appelle le dialogue social, qui n'a jamais existé, puisque toutes les conquêtes de l'histoire ont été acquises. Comment? Par le combat de classe. Et donc, quand on cherche, comme le font les députés de PCF, PGE, PS, ELV, ou bien sûr Philippe Martinez, qui dans le fond, il ne faut pas l'oublier, reste attaché avant tout au dialogue social, à ce qu'ils appellent le dialogue social. Et il faut quand même rappeler que fin mars 2020, au plus fort du confinement qui débutait, Philippe Martinez avait signé au nom de la CGT une déclaration commune avec le MEDEF et la CFDT qui affirmait que le dialogue social doit être prioritaire sur tout le reste. Donc, si vous voulez, à partir de là, les coups qui sont portés à l'heure actuelle, en particulier à la France insoumise, ce n'est pas une surprise. Soit dit en passant, il ne s'agit pas de dire d'ailleurs que la France insoumise est parfaite, loin de là. Et d'ailleurs, finalement, sa stratégie électoraliste de la NUPES se retourne contre elle progressivement, à savoir des partenaires qui, en réalité, ont profité de la stratégie électoraliste de Jean-Luc Mélenchon pour se retrouver au devant de la scène, pour reprendre des couleurs, pour obtenir des élus, puisque c'est leur rôle historique au parti que j'ai cité précédemment. Et maintenant, ils font cavalier seul. Mélenchon leur a donné une scène, ils en profitent. Et leur cavalier seul à eux, c'est on va négocier, on va discuter, on croit dans les vertus du débat pseudo-démocratique, etc. Bon. Et à la fin des fins, la contre-réforme passera, malgré la colère populaire qui, on l'a dit, est de plus en plus puissante dans ce pays. Et j'ai cité cet élément-là. Je parlerai aussi d'un slogan que le PRCF a lancé, qui ne cesse d'ailleurs de se diffuser un peu partout. Je vous raconterai une ou deux anecdotes à ce sujet après. Mais vraiment, il faut avoir ça en tête, c'est que le décalage entre, en réalité, des états-majors qui sont de plus en plus complètement déconnectés, mais même en divorce, je pourrais dire,
avec la colère populaire, et d'autre part, cette colère populaire qui, dans le fond, cherche un des débouchés politiques. Et à ce sujet, il ne faut pas croire que le RN est très à l'aise dans cette histoire, parce qu'en réalité, le RN, il n'a pas intérêt à ce que la colère explose. Pourquoi? Parce que le RN, c'est un parti légaliste également, qui est là pour prendre le pouvoir par le biais des élections, que sais-je encore, et qui n'a surtout pas envie de remettre en cause l'ordre auquel il appartient et qu'il défend, à savoir l'UE du capital, l'OTAN, et encore plus, bien sûr, le capitalisme. Pour cela va de soi. Donc, à vrai dire, c'est pour cela que tout est fait pour finalement discréditer la France insoumise, qui est à peu près le seul mouvement qui pousse à l'affrontement au niveau donc des débats parlementaires, enfin de discussion, ça des débats, et puis bien sûr le mouvement social, parce qu'il y a la peur que ça explose. En réalité, ils ont peur en face que ça explose. Et il y aurait des raisons, parce qu'on va peut-être voir dans la dernière partie que en réalité l'argent il existe, l'argent public il existe, hein, quand on veut le trouver. Et tu faisais allusion au Danemark, tu vas pouvoir d'ailleurs le préciser parce que ce n'est pas un problème qui concerne que la France. Bah, effectivement, on a pu voir le déroulement de l'actualité, qui n'a pas fait la une des médias d'ailleurs. Ils n'ont pas parlé beaucoup de la mobilisation de Danemark contre la suppression d'un jour férié qui viserait à financer l'armement pour obéir aux exigences du maître américain qui a exigé que les pays membres de l'OTAN fassent monter leur participation à l'équivalent de 2% du PIB de chaque pays. C'est quand même pas rien. La réponse ici en France, on l'a vu avec Emmanuel Macron qui a déclaré donc monter le budget des armées à 440 milliards, 443 milliards exactement d'euros, soit une large augmentation vis-à-vis de l'exercice précédent. Donc c'est vrai qu'on avait entendu parler qu'il manquait 10 milliards pour les retraites. Bon, visiblement l'argent il est là, mais il y a des priorités. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans le contexte français, puisqu'on est bien sûr dans ce contexte de guerre en Ukraine, on a un peu l'impression qu'on est dans le seul pays où il n'y a pas de mouvement d'opposition à la guerre. D'ailleurs, récemment, on parlait de l'intersyndicale et de son dialogue social, mais évidemment, ce dialogue va au-delà même de la question sociale, puisqu'ils viennent d'adhérer à une marche pour l'Ukraine, qui doit se tenir le 27 février. Je me dis bien une marche pour l'Ukraine, c'est pas une marche pour la paix. C'est aujourd'hui, Évidemment, c'est en ce moment. c'est évident que quand on marche pour un pays qui est en guerre, on marche pour soutenir le parti en guerre. C'est quand même intéressant de la part de gens qui se disent syndicalistes pour la paix, de soutenir un pays en guerre, de soutenir un pays qui d'ailleurs illégalise les syndicats et envoie en prison les syndicalistes et tout opposant qui critique le régime. On a du mal à concevoir comment ça serait des valeurs à défendre. Et c'est quand même intriguant qu'ils participent à ça, en plus avec des organisations qui sont liées à certains groupes ukrainiens qui revendiquent tout de même, il me semble, des secteurs d'extrême droite, notamment des néo-nazis comme le secteur droit, avec le drapeau rouge-noir. Alors peut-être que certains confondent ça avec l'anarchisme, sauf que l'anarchisme c'est en diagonale, là c'est quand même deux bandes parallèles. Donc si on recherche ce que ça veut dire, c'était l'armée des patriotes ukrainiens, là, l'UPA, qui était associé. Bon, ça, c'est un fait historique qui est absolument pas questionnable, à moins d'être un négationniste, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, d'avoir participé au massacre de Juifs, de Polonais, et même d'Ukrainiens pendant l'occupation nazie de l'Ukraine. Et donc, on a des syndicalistes qui se disent antifascistes, qui vont sortir avec des organisations qui revendiquent ce genre de figure et qui défendent un régime en guerre, comme on le fait dans une guerre de l'OTAN contre la Russie. C'est quand même particulier. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelles sont les alternatives en France pour qu'émerge un véritable mouvement pour la paix, comme il y en a dans d'autres pays, pas très loin, en Allemagne, en Belgique, donc des pays voisins où il semblerait que les syndicalistes et même certains membres de la gauche établie, comme Die Linke ou le Parti du travail de Belgique, n'ont pas forcément autant de mal à revendiquer des positions qui sont cohérentes avec leurs principes politiques, c'est-à-dire le pacifisme, l'anti-impérialisme et l'antifascisme, sans pour autant aucunement soutenir le régime russe de Poutine, qui est aussi un régime réactionnaire, comme on le sait, anticommuniste, qui pourchasse les syndicalistes ou les progressistes dans son pays. Mais bon, on peut facilement quand même établir les faits. L'alternative, si je puis dire,
tu l'as devant toi, si je puis dire. Non, alors, au-delà de la blague, je voulais rappeler un petit truc, un petit élément quand même avant de poursuivre, qui est en lien avec tout ça. C'est qu'on est dans un pays, dans notre pays, la France, euh, où il y a, en tout cas, mesuré par les différentes banques alimentaires, on a à peu près 2,3, 2,5 millions. Alors, c'est mesuré, hein. Imaginez qu'il y a encore des gens derrière qui n'y vont pas, on le sait tous. 2,3 millions de personnes qui sont aidées par les banques alimentaires, qui sont recensées et aidées par les banques alimentaires. Il y a 20% de ces personnes qui ont entre 15 et 25 ans. Ouais, tu vois, on a un cinquième du lot, voilà, qui est clairement jeune. Alors, sachant qu'on est encore jeune, évidemment, hein, après 25 ans. Je ne veux insulter personne ni mépriser personne, évidemment. Mais voilà un peu la gravité du truc. Et ça, c'est un chiffre qui n'est pas juste, si tu veux, c'est pas là juste euh, au mois de février 2023 et puis avant en fait il y avait personne. C'est un chiffre de long terme et malheureusement c'est un chiffre dont on sait qu'il ne fait qu'augmenter. Euh, donc si tu veux, voilà le pays dans lequel on est. On a encore 2,3 millions de personnes et bien plus en réalité qui vont aux banques alimentaires. On a, je ne sais plus à combien on est aujourd'hui, plusieurs millions également de. Alors, les chiffres se recoupent évidemment, bien malheureusement, mais des millions de personnes privées d'emploi, au chômage. Et pourtant, voilà, et ben, il se trouve qu'on arrive là aussi. Donc, c'est à mettre en parallèle, évidemment, avec le fait qu'on dise, on nous rabâche dans les entreprises, au gouvernement, que il n'y a pas d'argent, il y aura bientôt plus d'argent pour les retraites, on va être en déficit, il n'y a pas d'argent pour les salaires. Voilà, il y a de l'argent pour rien, il n'y a plus d'argent pour les services publics. Ah, si, il y a de l'argent pour acheter des grenades lacrymogènes pour, évidemment, euh, comment dirais-je, les corps de CRS qui, évidemment, voilà, bon, on aimerait bien qu'ils désobéissent aussi un jour, un petit peu, mais pour ça, en tout cas, il y a de l'argent et évidemment, ça arrive à point nommé quand on a les plus grandes mobilisations qu'il y ait jamais eu. Euh, Loin de moi l'idée d'ailleurs de faire de l'anti-police primaire, mais il faut évidemment avoir ces faits en tête. Bon, voilà le pays dans lequel on est. Et pourtant, effectivement, comme tu l'as dit, on trouve de l'argent. On trouve de l'argent pour les actionnaires d'une part, hein, ça on le savait. Et c'est une bonne chose parce que ça sort. Enfin, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose que ça sorte depuis beaucoup plus qu'avant, je trouve, depuis, on va dire, la période Covid. Et puis, bah, il y a de l'argent pour la guerre, vraisemblablement, ça manque jamais. D'abord, depuis un bon moment aussi, hein, on fait pas mal d'argent en vendant du matériel à nos chers amis saoudiens hein, pour aller bombarder le Yémen, entre autres. Bon, on a tout un tas de filières hein, qui aujourd'hui, à qui on vend dans certains pays pour certains, évidemment, conflits de basse intensité, comme on peut dire à l'état-major. On fait de l'argent là-dessus. Et puis depuis un an, enfin, en réalité depuis plus longtemps, mais depuis ce temps-là, en tout cas, on vend, depuis un an, on vend à tour de bras beaucoup plus de l'armement et on a beaucoup, énormément d'argent pour soutenir, parce qu'il ne faut pas dire que c'est de l'argent pour, je dirais même pas, c'est pas de l'argent pour aider l'Ukraine, ça c'est trop simple, n'importe quelle personne, un tant soit peu humaniste, se dirait, bah oui, il faut aider des pauvres gens qui se retrouvent sous des bombes. Bon, dit comme ça, c'est très simple, ça ne mange pas de pain. Non, on a de l'argent pour soutenir un régime politique, celui de Kiev, celui qui est en place, bien que celui d'avant n'était pas très, très glorieux non plus. Mais pour soutenir un régime qui est mis en place, qui ne date pas juste de Zelensky, mais qui est mis en place depuis 2014, et le renversement ou la révolution réactionnaire, je ne sais pas comment appeler ça, le coup d'État d'ailleurs, en réalité, c'est plutôt ça, d'Euromaïdan de 2014. Contre-révolution, c'est Et la bien. contre-révolution, tout simplement. Voilà, exactement, tu as bien raison. Il faut rappeler ces termes. Voilà, c'est le coup d'État contre-révolutionnaire d'Euromaïdan de 2014. Voilà, il y a de l'argent pour ça. Quand on parle avec, je dirais,
des syndiqués, des bases syndicales, avec des collègues dans les manifestations, dans les entreprises, avec des collègues, même des jeunes collègues, qui ne sont pas forcément toujours au fait de tout, qui suivent pas toujours toute l'actualité ou sont pas, n'ont pas beaucoup de conscience de classe ou d'intérêt, en tout cas, et bon, ils ne montrent pas beaucoup d'intérêt pour, je sais pas, l'actualité politique, pour faire court. En fait, quand on leur explique, on se rend compte que finalement, ils voient quand même les choses se passer. Et quand on leur explique le lien, et si tu veux, entre sauver les retraites, sauver les salaires, parce qu'ils voient aussi leur fiche de salaire, évidemment, hein, mois par mois, et en fait sauver la paix, ils font le lien. Ils font le lien. Ils comprennent bien. Alors, et très globalement, à 99%, ils font le lien. À part quelques illuminés, ici ou là, même au sein de la classe ouvrière, qui ne veulent pas comprendre, qui boivent à tour de pinte les paroles, les flots de paroles du gouvernement, de l'OTAN, de l'Union européenne. À part ces quelques illuminés-là qui confondent et qui veulent confondre et amalgamer l'Ukraine, le régime de Kiev corrompu et largement pro-nazi, qui veulent le confondre avec l'Espagne républicaine en 1936, donc qui en fait en réalité inverse largement les rôles, parce qu'en réalité, sans parler même de la Russie, ceux qui se font bombarder depuis 2014-2015 et ceux qui sont, je dirais tout simplement, tout du moins pro ou trop conciliants pour les fascistes, envers le fascisme en général, et ceux qui se battent par l'antifascisme, en fait, les derniers, ce sont plutôt les républiques populaires de Lugansk et de Donetsk, bref, les populations notamment du Donbass qui se font bombarder depuis 2014, depuis 2015, et tirées dessus par les milices qui depuis ont été intégrées à l'armée régulière de l'Ukraine, les milices, pour le coup, même pas simplement pro-nazis, mais tout bonnement nazis, d'Azov, Haïdar, etc., qui sont devenus des bataillons et qui n'ont cessé de harceler les populations du Donbass depuis. Donc, nos collègues, etc., la population française, quand on lui explique tous ces liens, elle voit bien, elle comprend qu'il y a un problème à partir du moment où on trouve de l'argent pour faire la guerre et qu'on n'en trouve soi-disant pas pour rehausser les salaires, pour améliorer les conditions de vie et de travail et pour améliorer les retraites. Donc en fait, ils arrivent à faire très simplement le lien. C'est notre travail aussi à nous. On le fait aussi auprès des jeunes ouvriers, jeunes travailleurs à la JRCF, auprès des jeunes syndicalistes aussi, parce qu'il y a souvent besoin. Et ils comprennent que en ce moment, si on veut sauver les retraites et sauver les salaires, il faut sauver la paix. Et que tout ça va ensemble. C'est un seul et même combat. Sauver la paix, sauver les salaires, sauver les retraites, parce que ce sont les mêmes en face qui nous réduisent les pensions, qui augmentent l'âge légal de départ à la retraite, qui n'augmentent jamais les salaires, et ce sont les mêmes qui vont faire la guerre en Ukraine, pour faire court, ou même ailleurs. Bon, donc, en face, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, c'est nos collègues, salariés, syndiqués, la large majorité de la population française qui est honnête intellectuellement, qui demande qu'à comprendre, et en face d'elle, elle ne trouve sur le plan syndical comme sur le plan politique que… On a une petite coupure, on ne t'entend pas très bien, Gilliatt. Apparemment, il est sorti de la ligne. C'est pas grave, hein. D'ailleurs, au niveau du temps, on est bon, je pense. Est-ce que tu peux reprendre, Fadi, à ce niveau-là? Comment ça se passe, par exemple, de ton côté, l'enseignement de l'histoire sur cette question du conflit et le lien entre le social et la guerre? Est-ce que très c'est facile. difficile de comprendre? Ah non, c'est très facile, les élèves comprennent très rapidement, quand on fait de l'histoire d'ailleurs. Et je vais prendre une anecdote, enfin quelques-unes même. Là, je donnais cours pendant les vacances scolaires, parce qu'en fait, moi, j'ai pas de vacances de ce point de vue, à des élèves qui préparent des concours, notamment l'école de Sciences Po Paris. J'arrondis les fins de mois et j'essaie de leur faire un peu d'histoire. Je leur démontrais comment la stratégie qui consiste à finalement faire tourner l'industrie d'armement tout en créant du déficit public, parce que ça crée du déficit public. Les 413 milliards d'euros, ils sortent bien de quelque part. Ils sortent de l'argent public. Et c'est un truc que, par exemple, pratiquait Ronald Reagan dans les années 80. On a appelé Star Wars, la guerre des étoiles.
et qui consistait à finalement militariser l'économie américaine, états-unienne, pour alors relancer une course aux armements coûteuse pour l'Union soviétique, de surcroît, et puis au passage, détruire l'ensemble des conquêtes sociales pour les travailleurs états-uniens. C'est la même chose, ce qui se passe au Danemark, ce qui se passe en France, ce qui se passe ailleurs. Et d'ailleurs, les économies dans le monde sont en train de se militariser, à commencer par celle, par exemple, de l'Allemagne. L'Allemagne qui bat des records de dépenses militaires qu'on n'a pas vus depuis Adolf Hitler, quand même, il faut le rappeler. Donc, c'est intéressant parce que ce qui est en train de se passer, c'est tout simplement le durcissement du capitalisme, conformément à la vision alors là, d'un point de vue idéologique, on appellerait ça le néolibéralisme, ça reste du capitalisme, mais c'est une vision où l'État est là pour détruire l'ensemble des conquêtes sociales qui ont été réalisées, qu'il a dû accepter, je dis bien dû accepter parce qu'il y avait la contrainte du PCF de Torres Duclos, parce qu'il y avait la contrainte d'une vraie CGT qui était dans l'affrontement de classe et pas dans le pseudo-dialogue social. Bon, ça, les élèves, ils le comprennent très vite. Et puis d'ailleurs, pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ils vivent au quotidien ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire les salaires, la guerre. Et d'ailleurs, à ce sujet, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un slogan qui se répand beaucoup dans les manifs. L'argent pour les salaires, pas pour faire la guerre, ni pour les actionnaires. C'est le PRCF qui l'a lancé il y a déjà au moins 4-5 mois que nous le disons. Et nous pouvons en attester, il suffit d'aller sur notre site, Initiative communiste, pour le constater, à travers les articles, à travers les affiches que ne cessent de coller en masse des camarades. Et ce qui est très frappant, c'est que ce slogan est repris non seulement par de nombreux secteurs de la CGT, mais même évoqué, je le signale, par des journalistes. Il se trouve que par hasard, la semaine dernière, en écoutant le TV5 Monde dimanche en fin de journée, ou samedi, je ne sais plus, eh bien, j'entends une journaliste et qui, en plus, c'est intéressant, est correspondante pour l'Élysée et Matignon. C'est-à-dire qu'elle est au cœur du pouvoir, expliquer, voilà, elle voit des gens qui descendent dans la rue, des familles, des enfants, machin, etc. Et puis, donc, pour montrer que c'est quand même un mouvement populaire, et puis, on entend des slogans comme l'argent pour les salaires, pas pour la guerre, ni pour les actionnaires. C'est-à-dire que même eux, même ces journalistes-là, commencent à se rendre compte que, oui, à un moment donné, les gens n'en peuvent plus. Les travailleurs n'en peuvent plus parce qu'on leur sucre tout. On leur sucre absolument tout, les retraites, les salaires, les services publics qui sont en voie de déliquescence, le statut de la fonction publique qui est en voie de démantèlement total, avec notamment la suppression des concours de l'enseignement progressif, c'est ça qui est en train de se passer quand on recrute des contractuels. Bon, je ne vais pas faire la liste parce que ce serait énorme, la désindustrialisation, le produire en France aussi, naturellement. Mais tout ça, si tu veux, en fait, les citoyens, les travailleurs de ce pays s'en rendent de plus en plus compte parce qu'on est dans une dynamique négative, naturellement, de plus de 4 décennies de démantèlement complet. Alors, évidemment, on pourrait remonter encore plus loin, parce que finalement, l'exploitation capitaliste, il faut quand même le rappeler, on se moque toujours du communisme comme un truc du passé, il faut quand même rappeler que l'exploitation capitaliste a déjà au moins 5 siècles. Il y a des débats entre les historiens, mais il y a au moins 5 siècles qu'on est là-dedans. C'est temps de passer à autre chose, surtout quand on constate les conséquences environnementales désastreuses qui découlent, écologiques de manière globale d'ailleurs, qui découlent de telles orientations politiques. Donc, finalement, ça explique aussi pourquoi il y a un tel rejet massif. Et même si, effectivement, le principal problème pour nous, c'est de construire ce front anti-exterministe, ce front pour la préservation de la paix. Et en effet, c'est dur, notamment avec des formations dites de gauche ou des confédérations syndicales. J'insiste sur les confédérations syndicales parce que tu faisais allusion au communiqué de l'intersyndicale du 22 février, donc il y a 3 jours. Il faut lire le truc quand même, on est au-delà du réel. Lorsque l'on voit les appels, troupes russes hors d'Ukraine, bon, pas, soit, paix en Ukraine, liberté en Russie et au Bélarus, parce qu'en plus, le truc parle du Bélarus. On parle du totalitarisme de Poutine et de Loukachenko. Enfin, il y a des choses comme ça. Alors, en effet, il est anticommuniste. Il a même tapé à fond sur les bolcheviks en les rendant responsables de la situation actuelle en Ukraine. Enfin, on est complètement ailleurs, là aussi. Et puis, de surcroît… C'est Lénine qui a provoqué cette guerre. Eh oui, bien sûr. Et de surcroît, on explique, et ce qui est vrai, c'est qu'on retrouve aussi des mouvements d'extrême droite en Russie. Bon, tout ceci est vrai, là n'est pas la question. Mais à un moment donné, on a affaire à un régime structurellement
nostalgique de Stepan Bandera en Ukraine, encore plus corrompu que la Biélorussie, puisque la Biélorussie est citée par ses états-majors syndicalistes, de surcroît, qui a armé l'ensemble des Pravi Sector, des bataillons Azov, Haïdar et je ne sais pas quoi, là, qui aurait été dans le négationnisme vis-à-vis de l'histoire de l'URSS et plus généralement du communisme. Et il faut rappeler d'ailleurs que le Parlement européen a fait adopter une résolution qui affirme que l'Holodomor serait un génocide qu'auraient réalisé Staline et les bolcheviks donc dans les années 30. On est en plein délire. En fait, on est en plein délire. Et le souci, c'est qu'en France, effectivement, nous devons faire face à ces délires qui sont en train de toucher de plus en plus. Bon, bien sûr, des gens de droite, c'est logique, des soi-disant personnes de gauche, des syndicalistes, et ne pas oublier le rôle central des médias aux ordres. Il faut regarder la une de l'Express de la semaine dernière. C'est un appel à la guerre. C'est un appel à la guerre. L'Ukraine doit vaincre. Je crois que nous, ce qu'on doit dire, c'est que nous devons défendre la paix. Nous sommes des pacifiques. C'est-à-dire que nous défendons une paix, pas à n'importe quel prix non plus, naturellement, mais dans le cas actuel, il est évident que la paix est dans l'intérêt de l'humanité, parce que nous allons tout droit, sinon, vers l'affrontement nucléaire. C'est ce qui est en jeu. Il faut en avoir parfaitement conscience de ce point de vue-là. Le PRCF est à l'initiative. Il participe aujourd'hui certainement pas à ce rassemblement de syndicalistes pro-ukrainiens complètement aveugles, mais à un rassemblement pour la paix. Il y en a plusieurs en France à l'initiative du mouvement de la paix, malgré parfois des divergences et même des contradictions au sein même du mouvement de la paix, mais pour dire stop à l'escalade. Négociation, désescalade, désescalade, négociation et paix. Voilà ce que nous devons défendre. Et d'autant plus qu'en effet, si on ne le fait pas, non seulement il y a le risque de guerre mondiale, ça, je l'ai dit, et admettons même qu'il n'y ait pas ça, à la fin des fins, ce sont les travailleurs de France et de tous les autres pays qui trinqueront, puisque nous verrons l'ensemble des conquêtes sociales, etc., démantelées. C'est la logique réganienne dont je parlais tout à l'heure, c'est la logique de militarisation des économies. Il est grand temps de mettre fin à cette logique. Et de ce point de vue, je conclus en disant, quand Gilliatt disait à demi-mot, en blaguant, tu as l'alternative devant toi, sûr que nous sommes l'alternative. Bon, bien sûr, pas en termes de quantitatif, etc., mais en termes de ligne politique, l'alternative, elle est là. C'est le Frexit progressiste, c'est l'alternative rouge tricolore. C'est la seule qui peut permettre d'en finir avec les forces qui nous mènent à l'exterminisme et au chaos le plus total des forces capitalistes obscurantistes. Merci pour ces jolis mots de conclusion. Malheureusement, on arrive à la fin du programme et du temps que l'on dispose. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Et puis, eh bien, on continuera la lutte sociale à tous les niveaux là où elle doit se mener. Et pour l'opposition, la constitution d'un large front contre la guerre, qui, on l'espère, verra le jour prochainement dans notre pays, à l'instar de d'autres pays européens, puisqu'ils aiment bien toujours dire dans le reste de l'Europe, c'est ceci, c'est cela. Mais bon, dans le reste de l'Europe, il y a aussi beaucoup plus d'opposition à la guerre qu'en France. Donc là, pour le coup, on peut peut-être prendre davantage exemple de ce genre de données que des autres qu'ils citent, qui sont généralement fausses ou manipulées, et notamment sur la question des retraites, ou en tout cas le faire valoir du néolibéralisme. Mais bon, on voit bien à quoi sert l'Union européenne. Je vous remercie tous les deux. On va devoir fermer pour cette fois-ci. Je remercie Merci à à tous toi. ceux qui sont là pour nous voir, pour laisser leurs commentaires, partager ou suivre la chaîne. Et on se retrouvera ensemble pour la fin mars. Si tu peux me permettre juste 2 secondes. Oui. C'est pas pour terminer ou rajouter, simplement, évidemment. Ouais, m'excuser pour le problème petit technique. Voilà, une coupure d'électricité momentanée et bon, on a pu redémarrer. Et je redis pas tout ce qui a été dit. Et dans tous les cas, la JRCF, elle est auprès des jeunes travailleurs de France pour porter le message clair qui a été porté auprès de Fadi. Et on appelle tout le monde, effectivement, à nous suivre, tous les jeunes travailleurs, tous ceux qui sont honnêtes intellectuellement et qui veulent une paix honnête et une véritable paix, à nous suivre et puis à se mobiliser sur les mots d'ordre. L'argent pour les salaires et les retraites, pas pour la guerre, à partir du 7 mars et dans les luttes les plus, en tout cas dans le durcissement des luttes. Voilà. Merci à toi et merci à tous.